Eh bien, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver, la petite communauté là, en tout bien, tout bonheur. Moi, je suis dans les starting blocks comme une gamine, en fait. Je suis hyper heureuse aujourd'hui de retrouver Tiffaine et Frédéric, euh, à qui je souhaite la bienvenue pour ce moment de partage. Bonjour à tous les deux. Merci Corinne. Merci Corinne, Bonjour à bonjour. toi. Et ben écoutez, c'est un parcours atypique qu'ils ont ces deux-là, franchement. Donc, du coup, je vous ai préparé, comme j'ai l'habitude de faire, hein, une petite bafouille pour vous les faire découvrir, parce que en étant succinct, vous me connaissez, donc, mais ils vont vous développer un petit peu leur parcours, ce qui les anime, et vous allez voir qu'ils sont animés du dedans, mais de manière très profonde, très consciente aussi. Alors, Tiffaine, euh, hein, je commence par toi. J'ai trouvé que dans mes recherches toute petite, tu étais peut-être déjà une petite épicurieuse, je dirais, du sens qu'avait le monde et comment il tournait. Tu as été très tôt attirée par, donc, peut-être des choses que bon nombre connaissent, hein, la danse, la musique, les arts, le chant, je crois, sous le chant choral, pas forcément le chant et puis, tu as été vers une formation qu'on qualifie d'acteur. Je ne sais pas si on dit une formation d'actrice, je crois pas. Une formation d'acteur, on dit. À Paris, à l'école Claude Mathieu, une école que je ne connaissais pas non plus. Et puis, euh, 2006, il y a 2005, déjà tout un parcours qu'on va retrouver là pour le livre. Je vais vous le montrer après, là, dont on va parler un petit peu, mais pas que. Et 2006 s'ensuit un spectacle itinérant que tu appelleras ou vous appellerez, je ne sais pas si c'est une co-création, voilà, les souverains. Quel mot extraordinaire. Alors là, 20 ans plus tard, bientôt, quand souverain, on dit être souverain en son royaume, bah dis donc, ça parle à beaucoup. Et alors que à l'époque, c'était encore certainement assez, assez détonnant quand tu l'as fait. Et, et tellement parce que la manière de le faire, c'était donc en itinérant. Je crois que tu l'as joué une trentaine et quelques de fois en France. Donc voilà. Et puis la particularité, je crois, c'était de donner la parole à un des personnages rencontrés dans le Tour de France. Hein, voilà, qui a donné donc le livre ici de Paysans. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est une sacrée aventure en soi déjà. Et encore, on ne peut pas tout résumer là, mais on peut aller à ta rencontre si on veut aller plus loin. Pour toi, Frédéric, ben, à l'âge où il paraît que c'est un âge où on joue aux billes, toi, tu préfères collectionner les recettes. Ton argent de poche, il va se transformer en ustensile ou en livre de cuisine. T'es vite passionné, peut-être même fasciné par la gastronomie, tant dans ses gestes, le geste du cuisinier, de celui qui cuisine ou qui pâtisse, hein, peut-être même, mais l'ambiance aussi qui règne dans une cuisine, peut-être le coup de feu, et moi je dirais, avec le chemin que tu as fait, peut-être le coup de feu comme un étendard. Parce que voilà, hein, il y a une implication très forte de vous deux, vraiment, mais c'est impressionnant quand on voit ça de l'extérieur. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Euh, oui, sûrement. Euh, Diplômé en commerce international, mais aussi mais la photo, la terre, l'eau, l'humain et euh, tout ce qui peut être nous ramener à une norme de santé, comme pour nous réveiller et nous dire, bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous mangez? OK. Hein. Donc, tous les deux, moi, je vous sens profondément et je crois que c'est visible, profondément engagés avec des collaborateurs aussi autour de vous qui sont animés d'une même foi.
peut-être en le vivant, en la terre, en l'humain. Et c'est pas l'humain avec un grand discours, c'est l'humain de celui qui retourne la terre, c'est celui qui va l'arroser pour que ça pousse, c'est celui qui va récolter, puis celui qui va transformer, celui qui va transporter, et puis celui qui peut-être créera en gastronomie en tout cas, des toiles culinaires gourmandes et conscientes, quoi. Voilà. Et là, on peut faire le lien avec l'association, je sais pas si elle existe toujours, L'eau à la bouche, qui est magnifique. Non, quoi. Qui était destinée ou destinée à promouvoir la gastronomie de manière responsable. Voilà. Et puis l'aventure familiale Navoti, donc à Neuilly-Pampière, hein, en Indre-et-Loire. Voilà, une véritable odyssée là. Et là, on peut trouver, bien entendu, tout ce qui va nous permettre peut-être de comprendre qu'il nous faut avoir une hygiène et une protection électromagnétique, énergétique. Voilà, on va trouver la purification, la revitalisation de l'eau, les dispositifs de mise à la terre, neutralisation des ondes, enfin, etc., etc. Il y a tellement, enfin. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur donc ce livre paysan. Moi, je l'ai lu, je l'ai adoré, je vous ai dit, parce que c'est un voyage en fait, c'est un voyage à la fois initiatique parce que on fait des rencontres avec des personnes qui sont dans une rare implication euh, par rapport à dans ce qu'ils sont, hein. Ça peut être un éleveur, ça peut être peu importe, on va voir. Mais incroyable quoi. C'est le cœur de la paysannerie. Voilà, va vraiment. Mais alors, on prend une belle bouffée d'humain euh, et je dis tendrement aromatique parce que ça a le goût du bon et le goût du bon et de la bonté. Moi, j'ai vraiment adoré. Et les portraits, je dirais, c'est un peu comme des cartes postales. Mais c'est raconté avec le cœur, avec ce que vous portez, quoi, avec vos tripes. Et voilà, donc on verra qu'il y a le portrait de. J'ai noté la tradition pastorale de Gérard Verret, par exemple, l'alchimiste jardinier, le maraîcher éleveur, etc. Bon, bref. Donc, vous avez parcouru pendant 6 mois la France euh, en camionnette à la rencontre de 80 paysans quand même. Enfin, waouh! Donc des producteurs, des artisans de métiers de bouche, hein, voilà. Et vous avez été, je pense, vous êtes entré au contact de ce que vous appelez la dignité humaine quand elle est à l'œuvre, en fait. Que ce soit quelqu'un qui fait du pain, quelqu'un qui fabrique du chocolat, un vigneron, ou qui élève des magnifiques bêtes, enfin, ok. Donc, ben, quand je vous ai lu, j'ai vu et j'ai beaucoup aimé, moi, une aventure belle comme vous l'imaginiez. Déjà, c'est chouette. Parce qu'elle était en accord, vous dites, avec les rythmes naturels, avec le respect des plantes, des animaux, des humains, pour qu'on se réjouisse, nous, dans notre alimentation et notre goût et notre manière de nous nourrir. Donc, c'est une magnifique aventure et moi, je suis très fière, très heureuse, vraiment très, très heureuse. Et c'est en tout bien, tout bonheur que j'ai envie de vous donner la parole pour, pour me dire et nous dire à tous, mais qu'est-ce qui fait courir Frédéric Dufresne? Qu'est-ce qui vous fait courir depuis si jeune? Comme si c'était, je sais pas si c'est une mission ou une mémoire ou je sais que sais-je, mais qu'est-ce qui vous porte? Allez. Vaste question. Déjà, merci pour ta présentation. C'est très touchant de... Ça commence mal. Ouais, mais voilà, mais moi aussi, tu sais, voilà. Moi, j'ai été profondément touchée parce que voilà, l'humanité, c'est pas qu'un mot, quoi. Voilà. Donc, échangeons. Ah. Donc, merci pour ce partage parce que c'est rare que des personnes puissent expliciter aussi justement comme tu l'as fait une part de notre travail.
et de ce qui nous met en mouvement. Ouais, c'est beau. Donc, je dirais le mot humanité, Ouais, ouais. et l'amour de l'humanité. Mais on le sent, on le reçoit quand on vous rencontre. Si on vient chez vous là-bas, comme moi, j'ai fait mon petit tour, voilà, j'ai été accueillie, accueillie. Voilà. Vous m'avez montré, vous m'avez expliqué. Quel bonheur. Merci. Je veux bien rebondir sur ça. Corinne, merci pour cette belle présentation. T'as cette capacité à rentrer dans le cœur des gens et puis dans le cœur de leur ventre pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est touchant pour nous de revisiter tout ça, d'avoir cette vision comme ça. C'est superbe. Ce qui me venait en te réécoutant nous présenter, c'est donc oui, moi j'ai créé ce spectacle Les Souverains après avoir rencontré ces agriculteurs. J'ai juste envie de revenir un tout petit peu en arrière pour Oui, redonner l'origine de ce projet. oui. En fait, au tout départ, on a un Frédéric Gana qui est un gourmand absolu. Lui, il est vraiment mené par la gourmandise depuis qu'il est tout petit. Il est obsédé par la nourriture, par les pâtisseries, par le fait de manger, par le fait de cuisiner. C'est vraiment ça qui le met en mouvement depuis tout petit. Quand on se rencontre, moi j'ai 20 ans, je suis en train de me former dans une école de comédien, donc Claude Mathieu à Paris. Et Fred, lui, il est passionné de gastronomie et en fait, il crée cette association L'eau à la bouche. Et donc, en fait, Fred, c'est quelqu'un qui est passionné, qui se saisit de tout ce qui lui plaît et qui va le rencontrer, qui se pose aucune question. Et moi, je suis une fille hyper mentale, qui me pose des milliards de questions. Donc, je suis avec lui, lui, il avance et moi, je suis. Voilà, au départ, c'est ça. Euh, on est en 2000, on commence à s'intéresser à l'agriculture durable, à l'agriculture biologique, à ce qui nous relie tous les deux, c'est effectivement, je pense, moi, c'est le mot intégrité qui me vient. Ouais, Dire l'intégrité des humains, l'intégrité de la terre. On était très militants tous les deux, enfin surtout Frédéric. Moi, je le vivais plus intérieurement, je dirais, mais comment on fait pour préserver cette terre? Comment on fait pour préserver ce bien commun, cette beauté? Comment on fait aussi pour que les humains qui travaillent la terre aient leur intégrité préservée? Et donc nous, on était en ville, on avait grandi en ville, on n'avait pas beaucoup de racines. Et on a senti quand même ce besoin tous les deux d'aller nous reconnecter à la terre. On avait le besoin de savoir qu'est-ce que c'est cette terre de France, qu'est-ce que c'est que ce pays qui est euh, tant mis en valeur dans le monde pour son terroir, pour son savoir-faire gastronomique, pour son savoir-faire paysan. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on connaissait ça, mais de manière livresque. Mais on n'avait jamais vraiment tâté ça, même si moi, j'ai des origines un peu paysannes, mais c'était loin. Et donc, en 2000, on décide d'aller parcourir la France pour aller rencontrer celles et ceux qui font qu'on peut se nourrir tous les jours, c'est-à-dire les paysans. ouais, Donc, on décide d'aller rencontrer des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs, des cuisiniers, des paludiers, voilà. Et, euh, et en fait, ce qui nous animait à l'époque, la question c'était est-ce que c'est possible de nourrir les humains, de nourrir l'humanité en faisant de l'agriculture respectueuse de la nature? Ça, c'était vraiment notre questionnement. Et on s'est dit, bah, on va aller vérifier si c'est possible. Voilà, c'était ça notre questionnement de départ. Et puis, au fur et à mesure, donc, on a été complètement pris ouais, par ces rencontres, par ces paysages, par la beauté de ces bêtes, par la beauté de ce labeur ouais, ouais, immense ouais, des paysans. Et on a été dans cette rencontre humaine. Et c'est là que c'est devenu vraiment complètement initiatique, comme tu le disais. Quand voilà, quand tu partages du temps avec ces gens-là, qui se frottent aux éléments, qui se frottent à la nature, qui nous expliquent aussi comment c'est difficile, comment la nature, elle te fait pas de cadeaux. Et en même temps, comment c'est sublime. Et ce mélange de sublime et de tellement âpre. Ah, ça vient te chercher dans les tripes, quoi, vraiment. ah ouais, Et ça vient te connecter à ouais.
voilà, la beauté de ce métier, la beauté de ce geste. Voilà. Et je dirais que ce qui était sans doute singulier dans notre itinérance, c'est qu'elle n'était pas idéologique. Oui, C'est-à-dire qu'on est parti avec effectivement, pour ma part, un parcours de militant altermondialiste à Attaque à l'époque, parce que c'était là qu'on défendait les enjeux des OGM et de la mondialisation telle qu'on est en train de commencer à la déconstruire maintenant, mais il y a 20 ans, c'était c'était la naissance de l'OMC et tout ça, donc faut se remettre dans l'époque, hein. C'est José Bové, c'est le démontage du McDonald's de Millau, c'est en fait, c'est grâce à ces engagements, en fait, d'humains que l'Europe a été préservée des OGM pendant longtemps, en fait. Donc, en fait, c'était vraiment une période importante, fondamentale, que beaucoup qui sont nés après ont oublié parce qu'on ne parle plus d'altermondialisme aujourd'hui. Mais en fait, il y a quelque chose qui a été préservé à ce moment-là, grâce à l'engagement d'individus. Et en fait, euh, je pense que c'est vraiment cette passion pour la gastronomie qui fait que l'idéologie est complètement passée en deuxième intention. La première intention, c'était juste de comprendre comment vivent les humains qui sont à la Terre en 2000, à l'époque en 2005. Parce qu'en fait, quand on va dans les bibliothèques, tous les ouvrages d'agriculture, ils sont en noir et blanc. oui, En fait, on parle toujours de l'agriculture comme quelque chose de désuet, en fait. oui, Alors que pour moi, il y avait quelque chose d'extrêmement moderne. Et du coup, le choix de la couleur pour le livre, pour les photos, c'était un choix politique, quoi. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose de contemporain, c'est quelque chose qui doit nous interpeller en tant que vivants aujourd'hui, en fait. Les livres, voilà, où on bat le blé avec un outil en bois, enfin, il y a quelque chose qui est de patrimonial qui me faisait violence que je comprenais pas, en fait. C'est-à-dire, pourquoi, en fait? On esthétise quelque chose qui est en voie de destruction. Donc du coup, il y avait cet enjeu de, OK, on recolorise l'agriculture, en fait. Et, euh, et du coup, je dirais qu'on s'est laissé pétrir. Du coup, comme c'était pas idéologique, on n'était pas venu là pour défendre un argumentaire, on est venu là pour se laisser toucher par. oui. Et on s'est laissé pétrir par nos rencontres. Hmm. C'est un truc de cuisinier, ça. C'est ça. Un truc de boulanger, ça. Mm. Ouais, un truc de boulanger, hein? Ouais, C'est ouais. très important de rencontrer des paysans boulangers. À l'époque, c'était encore les tout débuts, les premiers paysans boulangers. C'était incroyable. Mm. Les semences paysannes, l'art du levain, des fermentations. Et c'est vraiment les fermentations qui ont guidé aussi notre ouvrage avec le vin, le pain, le fromage, le travail du lait, et, et qui a aussi dicté peut-être le terme souverain. Oui, Parce que un savoir-faire, une connaissance liée à l'évolution de la matière, le travail sur les bactéries et les fermentations, c'est le travail des moines à l'époque, hein, c'est la bière, le fromage. Donc il y a quelque chose d'alchimique en fait. Et ça a guidé un peu justement ce mot peut-être souverain qui vient témoigner en fait de savoirs ancestraux qui sont les savoirs du vivant, qui sont les savoirs de la transformation de la matière. Et donc on est dans l'alchimie de la matière alimentaire. Et ça a été vraiment le guide, quoi. Les paysans boulangers, les éleveurs fromagers, euh, Les éleveurs vignerons. les éleveurs vignerons. Voilà, il y a quelque chose d'alchimique en fait qui a guidé notre itinérance. ouais, puis chacun, toujours, à leur manière, à respecter, ben, pour la viande, l'animal, euh, hein, pour le vin, la vigne, les rythmes aussi. Hein, Mm. voilà. Enfin, là où c'est compliqué quand même, aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous voyez, euh, quel est votre regard là, 20 ans plus tard, 20 ans après cette expérience humaine? Je dirais que ce qui me vient là, ce qui m'a énormément touchée, et ça vient un peu résonner avec les débats qu'on a aujourd'hui sur être végétarien, pas être végétarien.
moi, ce qui m'avait vraiment surprise et touchée à l'époque, c'est quand on avait rencontré des agriculteurs, des éleveurs qui nous disaient, mais moi, j'aime mes bêtes. Faut qu'à un moment donné, elles aillent à l'abattoir parce qu'elles sont élevées pour ça. Mais quand je les amène, je les accompagne, j'ai une intention, je, je leur dis au revoir, je les prépare. Enfin, et c'était vraiment ce dialogue un peu ésotérique à l'époque de se dire, ok, il y a un humain qui parle à sa bête, mais en télépathie, qui lui envoie des pensées, qui a vraiment cette intention. À l'époque, on parlait pas du tout de ça. En fait, ça se faisait de manière séculaire. Je pense que ça s'est toujours fait, des paysans qui accompagnent leurs bêtes, en fait. Ouais, Et aujourd'hui, quand je vois comment en fait les débats se polarisent sur pour préserver la planète, il faudrait que tout le monde soit végétarien, pour préserver le bien-être animal, il faut que tout le monde devienne végétarien. Moi, j'ai vu des humains être dans une humanité incroyable avec leurs animaux, et du coup, des expériences même qui nous étaient relatées, de bêtes qui comprenaient en fait qu'elles allaient partir et qui sortait du troupeau pour dire c'est mon tour. Voilà. Donc en fait, ça, c'est des choses indicibles, invisibles, qui se tissent entre un humain et son animal. Si tu prends pas ça en compte, tu passes complètement à côté du tu te vivant, en perds. fait. Ah oui. Ouais. Vraiment. Donc c'est vrai que bah voilà, d'avoir vécu ça, je sais pas, ça te connecte à quelque chose aussi qui se transcende, le bien, le mal, le fait de tuer un animal, de pas le tuer, ça va au-delà, parce que ce lien qui est nourri, il y a presque même pas les mots pour en parler, tellement c'est intime en fait, tellement c'est profond. Et du coup, un animal qui va à l'abattoir de cette manière-là, qui ensuite va être valorisé, qui va être vendu en circuit court, bon, bah là, évidemment, on est dans une configuration idéale. Mais en fait, tu sais que l'animal, il a été respecté du début à la fin, et cette viande que tu vas manger, elle est sacrée, en fait. Et donc, c'est complètement autre chose. T'es plus là pour te remplir, t'es là pour te nourrir. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que cette distinction entre les idéologies qui vont bannir ou interdire ou se positionner contre, en fait, c'est pas du tout ce que nous on a vécu. C'est-à-dire que nous, notre parcours, il a été jalonné par les semences paysannes qui permettent en fait d'élaborer des pains qui ne sont pas allergisants pour des personnes intolérantes au gluten. Donc en fait, c'est de quelle céréales parle-t-on? De quel gluten parle-t-on? De quel lait parle-t-on? Est-ce que c'est un lait industriel d'une vache Holstein nourrie à l'ensilage de maïs, donc qui est cirrhosé, ou est-ce que c'est le lait d'une vache dans les alpages qui mange les petites fleurs de printemps, etc. Donc, en fait, ces deux mondes, ce n'est pas la même chose, en fait. Ce n'est pas le même produit. Donc, en fait, on ne peut pas dire le lait est ceci, le gluten est cela, la viande c'est cela. Non, en fait, il y a plusieurs viandes, il y a plusieurs laits, il y a plusieurs gluten. Et il y a un gluten qui est sacré, il y a du lactose qui est sacré, il y a de la viande qui est sacrée, et puis il y a ce que l'on en a fait dans l'industrie, c'est-à-dire une corruption de la matière, c'est-à-dire qu'on a dégradé des processus, on a oxydé des matériaux qui deviennent intolérants pour notre biologie. Et donc ce n'est pas le même produit. Ouais. Oui, puis c'est pas du tout c'est pas la même chose. C'est-à-dire, tu vois, quand tu nous l'expliques comme ça, voilà. Moi, j'entends souvent des gens qui disent je peux pas parce que je suis intolérante. Voilà. Mm. Et donc, du coup, assis à ça, à ça, à ça, ok. Donc, et il y a je sais pas, est-ce que c'est pas accru? Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une croissance toujours plus importante sur ces phénomènes-là. Donc, euh, Oui, donc c'est le cœur, ouais, c'est c'est vraiment le pas, cœur de notre voilà, métier aujourd'hui. ben Ouais. voilà. Donc, C'est-à-dire que l'inflammation, elle augmente. Ça, c'est une réalité. ah, C'est une réalité. Pour toutes les raisons qu'on connaît, ouais, le stress, les pollutions environnementales ouais, et les pollutions électromagnétiques, ouais, qui sont encore très mal connues, mais qui sont très agissantes dans la manière dont nos corps se dégradent, dont notre immunité se dégrade.
et qui sont très impactantes sur justement cette intégrité du microbiote, de la flore intestinale, qui fait que on va devenir intolérant. Et effectivement, après, toute la question, c'est de trouver les bons produits. Et ça, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours à la portée de tout le monde non plus. Donc là, on pourrait peut-être dire qu'il faut privilégier déjà pour l'alimentation, peut-être des circuits le plus courts possible. Oui. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu disais par rapport, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Quoi, votre regard 20 ans plus tard? Moi, ce qui m'a frappé avec les révoltes paysannes de Oui, l'an dernier, par exemple, parce que cette année, elles ont été plutôt étouffées, mais l'an dernier, il y a eu une forte révolte paysanne qui a créé évidemment une très forte résonance avec Chemin Faisant, qui était le nom de oui, notre voyage. ouais, Et j'ai republié certaines choses à ce moment-là, justement. Donc ça m'a replongé en fait là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire, les constats qu'on a fait il y a 20 ans, rien n'a changé, tout s'est dégradé encore plus, quoi. oui. C'est-à-dire, une ferme qui disparaît tous les quarts d'heure en France, le Wow. phénomène s'amplifie, le nombre de suicides de paysans, enfin, on est dans une catastrophe annoncée parce qu'en fait, beaucoup de paysans vont partir à la retraite. Ils ne sont pas remplacés pour la plupart. Donc on va vers quelque chose qui est une catastrophe annoncée que la révolte paysanne de l'an dernier signifiait. Oui. Et on a encore une fois de plus mis des emplâtres sur une jambe de bois. Donc on est vraiment, je pense que 20 ans plus tard, les choses qui étaient dénoncées à l'époque par les associations, par des gens comme nous, euh, aujourd'hui, c'est visible, c'est-à-dire le niveau de dégradation est tel qu'aujourd'hui tout le monde peut le constater. C'est-à-dire que les sols sont appauvris, que les aliments sont vides. Il y a vraiment une prise de conscience qui est beaucoup plus large qu'à l'époque. Et il y a aussi des alternatives qui ont progressé, c'est-à-dire que les AMAP, les magasins de producteurs, tout ça, aujourd'hui, ça s'est banalisé. Il y a 20 ans, nous, on parlait justement de la map du couple Vuillon dans le sud, en Provence, qui était pionnier de ce processus qu'ils avaient importé du Japon, je crois. Mais 20 ans plus tard, c'est totalement banalisé, les magasins de producteurs et tout ça. Donc il y a beaucoup d'initiatives, et Covid a été un accélérateur de la Oui, relation en exact. direct Oui. aussi. Mais il y a beaucoup aujourd'hui de ces initiatives qui se sont massifiées. Pour autant, avec l'inflation, avec tout ça, le petit feu de paille qu'il y a eu avec Covid sur ces réseaux-là s'est effondré très vite derrière. Et c'est les grandes surfaces qui reprennent la main sur tout ça, en fait, y compris sur la bio. Donc, je dirais que le constat, il est aujourd'hui dramatique. On ne sait pas où ça mène vraiment. Je pense qu'on va aller à un carton, forcément, parce que on ne crée pas une génération de paysans en claquant des doigts. C'est comme les médecins, il faut 10 ans pour les former. Ben, en fait, on ne crée pas une génération de paysans comme ça. La plupart vont être à la retraite dans les années qui viennent. Que se passe-t-il derrière, si ce n'est la captation des fermes par l'agro-industrie? Oui. Ça, on est dans une impasse que la révolte paysanne l'an dernier a eu le courage de manifester, de mettre, Magnifique. de placarder, voilà, dans toutes les têtes à ce moment-là. Mais en fait, ils sont épuisés. Ils n'ont pas pu se mobiliser cette année. En fait, ils sont épuisés. Et en fait, je ne vois pas, pour ma part, d'issue face à ce péril, parce que le monde agricole est exsangue. Il n'est pas entendu par nos élites, ça c'est C'est clair. une évidence. Ce Oui. qui est mis en face est tellement ridicule par l'Europe, j'en parle même pas, mais il n'est pas entendu et en fait ça va forcément aller à un carton. Peut-être que la prise de conscience générale passe par là. En tout cas, il y a plein de foyers qui ont préparé des choses, les Amanins, les ceci, les cela, le bec est loin. Il y a une multitude d'initiatives un peu partout qui nourrit une autre signification de la relation à la terre avec des pratiques extrêmement concrètes pour qu'une autre agriculture émerge. Mais on est dans cet inconnu, et puis nous, on a vu des paysans qu'on a rencontrés disparaître et mourir, donc comme Bernard Renault, Oui. dont tu as lu le portrait sur les semences paysannes, un magnifique paysan en couple, euh, passé de céréalier productiviste à biodynamiste du jour au lendemain, à la veille de sa retraite. C'est-à-dire, il lâche tout et il transforme sa ferme en biodynamie, alors que la biodynamie en céréales, ça n'existait pas à l'époque. Donc c'est à la veille de la retraite, mais personne ne fait ça à la veille de sa retraite en fait. Et c'est un enseignement. Il nous enseigne que quand le sens est là, il est
inaltérable, inaliénable et que il s'impose face à toute chose. Oui, oui. Et donc, depuis, il n'est Et, plus là. et depuis, il nous a quittés, je crois, l'an dernier. D'accord. Alors, il était déjà âgé quand on l'a Oui, rencontré, hein. Il Il est a, âgé. il a quand même bien vécu et milité pour les semences paysannes jusqu'au bout, hein. Il faisait encore des conférences, des sélections, jusqu'à son dernier souffle. Génial. Génial. C'est un magnifique personnage. Oui, cet enjeu des semences Oui, paysannes, des semences libres, des semences libres, hein. Ouais. c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a énormément touchée. Je suis très portée, moi, par le combat de Vandana Shiva, qui est cette physicienne indienne qui a redonné aux femmes la possibilité de devenir autonomes, Autonome, de replanter des semences indigènes, entre guillemets, non modifiées, de manière gratuite, c'est-à-dire par le don, hein. On sait qu'il y a vraiment un enjeu très fort de souveraineté oui, c'est ça. qui est complètement capté par l'industrie agroalimentaire, agrochimique depuis, je sais pas, 20, 30 ou 40 ans. Ça va de manière exponentielle. Et on a comme ça sur Terre des foyers de résistance. On a Cocopelli en France, la ferme de Sainte-Marthe et plein d'autres de par le monde qui préservent ces semences. C'est des trésors de toute notre humanité pour pas que ce soit capté, pour pas que ce soit breveté par des semenciers agro-industriels qui veulent tout voler, qui veulent faire que toutes les semences soient payantes, alors que les semences se sont toujours transmises par le don, par l'ensemencement naturel. Donc il y a vraiment des enjeux très forts, hein, moi, qui me bouleversent, quoi. Quand elle te dit que dans une graine, tu as le potentiel de nourrir des centaines ou des milliers de personnes. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est absolument fondamental de pouvoir préserver ça plus que tout le reste. Il y a des circuits pour aider, pour accompagner Oui, ceux bien qui sûr. voudraient peut-être Et porter. ben, ouais, l'association Semences Paysannes, hein, c'est vraiment un fer Oui, de lance en France qu'on peut aller voir. Il y a des antennes un peu partout, des antennes locales avec des paysans qui reproduisent des semences, qui les sélectionnent, qui les travaillent pour les améliorer, mais de manière intelligente, naturelle. Euh, naturellement. voilà, donc oui, oui, ça c'est très très important. Mm. Magnifique, hein. Je pense à des jeunes là. Alors, est-ce que c'est Thibaut? Je veux pas. C'est Thibaut, voilà, qui fait son pain, qui fabriquait son pain itinérant et qui le vend tous les vendredis à la gare. Mmh. Ah, on m'en a parlé, oui, effectivement. Voilà. Ça fait des années que, mais il y a la queue jusque devant le Vinci pour acheter son pain. Du coup, bah, il squatte la boulangerie d'un pote pour fabriquer avec ses farines anciennes, pour faire enfin, du bon pain, quoi. Retrouver le goût du bon pain. Mais on s'y trompe pas, en fait. Quand on l'a goûté, voilà, on dit, ah, bah voilà, quoi. Donc, puis celui qui apporte son pain en vélo, enfin. Moi, je dis, il y a des initiatives, hein, je le vois, il y a de belles initiatives là, de jeunes, voilà, qui sont animés. Mm. Euh, Peut-être ils viennent faire ça, en fait. Ils viennent donner un gros coup de pied dans la fourmilière là pour faire peut-être bouger un peu les choses. Et qu'est-ce à notre échelle, à nous, chacun, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on pourrait faire? Euh, Peut-être qu'on ne fait pas encore, ne serait-ce que sur le bon choix. Alors, circuit court, par exemple, mais bon, l'eau, l'eau quand même. On est composé d'eau sur un gros pourcentage. Donc, alors, qu'est-ce que vous nous conseillez là? Parce que du coup, les spécialistes, c'est vous, hein? Donc, Avant de partir sur l'eau, ce serait important pour moi de dire que, bien sûr, il y a les circuits courts. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent les circuits courts, ça coûte moins cher que les grandes surfaces. oui, Donc, on peut se rapprocher du NAMAP, on peut se rapprocher de la ruche qui dit oui. Enfin, bon, là, oui, je fais un peu voilà. de la pub, mais bon, ça Ouais. fonctionne hyper bien. Oui, c'est bien, ouais. Euh, et que bah, c'est quand même pas toujours évident
Enfin, moi, je pense vachement là, ce qui me vient, c'est les mères célibataires, quoi, qui sont toutes seules pour élever leurs gamins, qui sont pas aidées par le papa. C'est pas forcément évident d'aller inclure ça dans la charge mentale de qu'est-ce que je peux faire de mieux pour la planète. Oui. Tu vois, il y a aussi ce truc de parfois la seule chose qu'on peut faire, c'est d'honorer la nourriture qu'on a dans notre assiette. Voilà. Moi, C'est de pas changer forcément, d'attitude. tu vois, tout Ouais, de suite pour tout le monde, mais déjà ouais, soi-même, c'est avoir ça, une bonne intention pour soi et les siens, c'est ça, et comment faire, même si on a peu de c'est ça. moyens. D'être dans, voilà, de pouvoir être dans la présence à soi-même quand on mange, quand on nourrit sa famille, dans l'intention Oui. qu'on a quand on prépare un repas. Et on peut pas le faire tous les jours, hein, je crois, d'être hyper intentionné en amour. Non, le quotidien, c'est pas ça. Non. Mais, mais voilà, de nous, quelle attitude on a, dans quel état d'être on est quand on mange. Est-ce qu'on est présent à nous-mêmes? Est-ce qu'on est en train de regarder la télé? Est-ce qu'on est avec notre famille? C'est ça. Voilà, ça c'est pour moi c'est ça qui fait sens aujourd'hui. Beaucoup plus que des actions, beaucoup plus que. En fait, il y a tellement une pression en fait qui vient de l'extérieur, dans le stress, dans les obligations du quotidien, qu'on est ramené de plus en plus à la petite chose, Oui. à la présence qu'on peut avoir à un instant T, à être avec les siens, être vraiment avec eux. Je trouve qu'on est à une époque où on est ramené à ça, en fait. Ouais, Ouais, c'est très le juste. mot qui me vient, c'est la gratitude. C'est-à-dire que la gratitude n'a pas de frontières et n'a pas d'idéologie. En fait, ce qu'on remercie, et quelque part, c'est ça l'origine du Tour de France des producteurs, c'est la gratitude pour toutes celles et ceux, tous les vivants qui participent à ce que j'ai quelque chose dans mon assiette aujourd'hui. Vivant, minéral, végétal, animal et humain qui ont concouru à ce que j'ai quelque chose dans mon assiette. Et la gratitude, sur la fonction nourricière, en fait, de la planète. Il n'y a pas une idéologie. Si on rentre dans une idéologie, on recloisonne, on se réisole de quelque chose. Et vraiment, le germe du Tour de France, c'est, à un moment donné, Mm. Oui, il est là. je regardais mon assiette et j'avais le ressenti, en fait, de tous ce vivant qui était là. Enfin, les haricots verts en hiver, bah, c'est des Africains qui ont cultivé des haricots verts au Sénégal. J'avais le ressenti de tout ça, quoi, d'une planète miniature dans mon assiette. Donc là, il n'y a pas d'idéologie, c'est juste, c'est un acte quotidien, c'est un acte qui devient automatique, qui devient inconscient, qui devient comme une habitude et une répétition sur laquelle on met de moins en moins de sens et finalement sur laquelle on finit par plaquer des étiquettes, alors qu'en fait, ce processus, en fait, n'est pas un processus d'idées, Ouais. c'est de la manifestation de matière. Waouh. Euh, voilà, on vit des moments qui sont juste, voilà, des grands moments de gratitude, là, hein, par ton authenticité et sensibilité. Merci, 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 ça reçoit. Ouais. Donc c'est Bon. voilà, revenir à ce dénominateur commun, en fait. Moi, c'est un peu ça Ouais. mon cheminement, c'est ça, hein, c'est l'unité toujours. Donc moi, je suis un défragmenteur, moi. Et c'est de retrouver le dénominateur commun, quoi. Et le dénominateur commun, c'est qu'on est sur une planète qui met bas, qui fait naître, et notre rôle est d'accompagner ce processus. Et à partir du moment où on commence à le stigmatiser d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des bonnes raisons pour stigmatiser. Je veux dire, évidemment qu'on peut être en colère face à des animaux non respectés et qu'on peut décider de devenir végétarien de ce fait, mais tout ça participe
d'une discrimination. Mm. Et en fait, on peut aussi, avec un certain cheminement et un certain travail intérieur, juste se réconcilier avec ce dénominateur commun qui fait que nous sommes des êtres vivants, humains, verticaux, sur une planète qui génère des formes, des nourritures multiples, et qu'on a vocation à accompagner ce processus de manifestation. Et que à partir du moment où on discrimine, où on segmente, où on isole, où on juge, et ben en fait, on participe de faire du mal. Et, et c'est un peu l'origine de Navoti aussi, c'est qu'on voit tout sous la forme de nourriture au pluriel. Donc, on se nourrit de rayonnement électromagnétique, on se nourrit d'émotions, on se nourrit de connaissances, on se nourrit de relations, d'eau, d'aliments. Et en fait, tout est un enjeu de digestion. Et en fait, les intolérances que l'on voit aujourd'hui, qui sont évidemment de plus en plus importantes, diversifiées, à tel point qu'on ne sait plus quel nom donner aux choses, tellement il y a de diversité dans les opinions, en fait, c'est un enjeu de digestion. Parce que je ne peux pas digérer, parce que je ne sais pas digérer, je suis obligé de nommer autrement ce, ce- là où je me sens non envahi, en fait. Oui, Et ben moi, en fait, ma nature, c'est de tout digérer, en fait, et de tout ramener à un dénominateur commun, qui est humus, humain, humilité. Voilà, c'est cette racine qui nous met en mouvement avec chemin faisant, avec Navoti, et la manière dont on déploie Navoti avec un potager d'entreprise, on rentre dans la cuisine, euh, oui, et, euh, et donc dans les lieux de partage, dans les communs, en fait, c'est comment on génère du commun plutôt que du personnel, voilà, du personnel discriminant. Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on crée du commun, en fait. Et c'est pas facile. non, Parce bien que entendu. qui prend en charge les communs, en fait? Ouais, C'est-à-dire, les choses qui sont personnelles, bah oui, elles sont de notre responsabilité. Voilà, c'est mon stylo, ma maison, mon truc, ma voiture, voilà, on est responsable de nos trucs, entre guillemets. Mais quand on génère du commun, qui en est responsable? Oui, un peu tout le monde, mais surtout un peu personne. Parce que on a nos petits trucs à nous occuper. Donc la génération de commun, et c'est ce qu'on expérimente à Navotique le potager avec tout ça, parce que du coup on se met dans le grand bain à devoir le vivre. Mais en fait, ça pose la question, oui, mais qui est responsable quand on génère du commun? Le commun nous fait du bien, parce que c'est des espaces vivants, agréables, nourriciers, une bibliothèque, un potager, des espaces extérieurs, etc., qui sont plus qu'une pelouse. Mais qui prend en charge leur entretien puisque c'est commun? et Et ça, c'est une vraie question pour moi fondamentale pour les entreprises, pour les organisations aujourd'hui, euh, et au niveau même du management et tout ça, c'est oui, des vraies questions existentielles, sociétales, politiques. On doit générer du commun, mais qui le prend en charge? Et ben en fait, on ne peut le prendre en charge que lorsqu'on grandit en humanité. Parce que la part d'humanité qu'on gagne, c'est cette part-là qui va accepter de donner de soi pour accompagner le commun. ah, Donc ça c'est c'est une des missions, une des ouais, fonctions de Navoti, c'est chouette. d'accompagner ce processus chez tous nos collaborateurs qu'on appelle des œuvriers, de participer à cette œuvre-là, qui est Oui, oui, bien juste sûr. d'expérimenter ce que ça fait de s'occuper d'autre chose que soi, tout en respectant complètement qui on est et de continuer à le déployer et l'affirmer, parce que c'est aussi totalement nécessaire. Magnifique. Magnifique sujet en management. C'est Mm. un management de l'âme, un peu là. Allez, j'en rêve. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est magnifique. Merci, merci pour ce partage. Oui, moi, j'avais parlé de l'eau, mais il n'y a aucune obligation.
bien sûr. Oui, c'est bah, Voyez ce que vous avez envie de partager. c'est une base de Navoti. Tu veux peut-être t'exprimer là-dessus, Tiff, Euh, bah, encore une fois, avant de revenir à l'eau, Ok. je continue. En fait, en écoutant Frédéric, ce qui me venait aussi, c'est que pour moi, il y a un apprentissage, un retour à faire dans le corps. Quand on parle de séparation, de discrimination, de jugement, de comment on fait pour préserver la planète, alors on va exclure des choses, on va obliger les gens à faire d'une certaine manière, parce que le bilan carbone, est-ce que je vais devenir végétarienne ou pas? Souvent, c'est des décisions qui sont mentales, Ouais. qui sont rationnelles. C'est-à-dire, on a des chiffres, on a des statistiques, et on se dit non, là, ça va trop loin, on arrête ça, et donc on rationalise. Et donc on réduit, on exclut, et pour moi, ce qui a changé ma vie, c'est aussi une expérience que j'ai faite pendant le Tour de France, quand, à un moment donné, pendant le Tour de France, à force de rencontrer des éleveurs, à force de voir des bêtes dans leur milieu naturel, je n'ai plus eu envie de manger de la viande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, corporellement, parce que j'avais ce vécu-là, ce n'était plus possible. Donc ça m'a duré un temps. Pendant un temps, je j'avais plus du tout cette appétence, je ne pouvais plus y aller. Mais c'était pas une décision mentale, c'était corporel. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. C'est de retrouver le sens de notre corps, le sens de qu'est-ce qui nous indique, le sens de notre vécu, et pas le sens de notre pensée qui érige, qui décide froidement, avec des calculs, avec des rations, avec des ratios. Et ça me semble une voie vivante. Ouais. Et dans l'entreprise, dans ce qu'on va vivre à Navoti, dans les communs, justement, de qui est responsable des communs? En fait, ce qu'on a aussi en commun, c'est nos corps. On est des êtres dans encore. Ouais. Et moi, j'ai l'impression de vivre ça au quotidien. Plus je reviens à mon corps, plus je reviens à ce que je sens, à ce que je vis, à ma sensorialité, à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, plus j'ai l'impression et que je suis authentique avec ça et que je parviens à l'exprimer. Et c'est comme si ça permettait aussi à l'ensemble de s'organiser différemment. C'est-à-dire que les corps autour de moi se positionnent aussi différemment et il y a une nouvelle organisation qui naît. Et du coup, on n'est plus dans la rationalisation qui peut avoir du sens hein, par moment. Je dis pas que il faut plus penser, mais en tout cas de faire venir le corps dans les processus, ça, je crois que c'est important, et particulièrement en Occident, et particulièrement en France, où on a exclu le corps, où avec les Lumières, eh bien, le corps s'était associé à la nature, donc au sauvage, donc à ce qu'il fallait dompter. Et j'ai la sensation qu'on est en train de voir l'émergence d'un nouveau rapport au corps, qui me semble très important. Parce que si aussi on arrive à être en dialogue avec notre corps, en respect avec notre corps, en écoute de notre corps, c'est notre terre intérieure. C'est la terre qu'on devient capable d'écouter. Et voilà, alors du coup, on saute dans le vide. Parce qu'il n'y a pas de projection à long terme, quoi, ou à moyen terme, il n'y en a pas. On ne sait pas ce qui va émerger de ça. Ça veut dire apprendre à marcher sur un fil, apprendre à marcher au-dessus du vide. Mais en tout cas, là, il me semble qu'il y a une boussole. Il y a une vraie boussole et un vrai apprentissage. Hein. Quelque chose qui est vraiment pas, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans nos familles, qu'il faut vraiment. Enfin, moi, c'est ma vie de m'emparer du savoir du corps. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qui me met en mouvement, qui m'anime, qui me passionne. Et j'ai l'impression qu'en France, on a particulièrement besoin de ça. Parce que toute notre intelligence, tous nos ingénieurs, tout notre savoir, toute notre science, qui est magnifique, si on la reconnecte pas au corps, si on la refait
Comme si on ne fait pas redescendre ce savoir dans le corps, si on ne le fait pas retraverser par le corps, autant laisser faire les IA. Elles sauront mieux faire que nous pour nous emmener dans des cases et dans des rails et dans des parcs et dans une rationalisation. Et ça va aussi avec le sens de l'agriculture aujourd'hui. Enfin, malheureusement, notre agriculture, elle va aussi dans le sens d'une industrialisation de plus en plus forte, avec des fermes industrielles, avec des milliers et des milliers de bêtes parquées. C'est atroce, quoi. C'est Ah oui, atroce. oui, Et on oui. va t'expliquer que c'est hyper rationnel parce que maintenant on récupère les bouts, parce que maintenant on les transforme en méthane, parce que maintenant on fait des circuits courts en fait à l'intérieur du bâtiment pour exploiter l'énergie des déjections et compagnie. Mais putain, si on fait ça à des animaux aujourd'hui, on fera ça à des humains demain. Mm. Enfin, en fait, c'est simple. C'est ça. Ouais. Par rationalisation. Ouais. Et on a trouvé un système d'organisation qui répond à cette présence au corps. C'est le travail de Frédéric Laloux avec un ouvrage qui s'appelle Reinventing Organizations, et notamment par la démarche Opal, Oui. qui est un système qu'on a adopté parce que Sandrine, qui est notre ancienne directrice des opérations, euh, se lançait dans un master en qualité de vie au travail, et du coup elle a beaucoup lu de livres dans ces dynamiques nouvelles organisations, et elle est tombée sur ce livre de Frédéric Laloux, et quand elle a vu le management Opal, elle a vu que c'était un modèle d'organisation basé sur le sentir agir plutôt que sur le prédire contrôler. Ouais. Et en fait, quand elle a vu ça, elle a dit, mais c'est exactement comme ça que fonctionne Frédéric. Donc là, on a une méthode pour aller encore plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui décrit ce processus de sentir agir. Et fondamentalement, du coup, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même une gageure de ne pas avoir d'objectif, de ne pas se projeter dans le futur, évidemment, parce que une entreprise, c'est des Objectif. objectifs, des Ouais. prévisionnels d'activité, enfin voilà. Donc on est toujours en fait en projection vers un futur, à se donner des objectifs. Et ensuite à forcer la vie pour qu'elle rentre dans la case de nos La objectifs. case. Ouais, c'est vrai. Alors que dans le sentir agir, c'est complètement l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de tête et qu'on n'est pas capable de faire un tableau Excel et de se projeter. C'est simplement que cette projection, elle est d'abord subordonnée à ce que je ressens. Et que ce qui est le plus important, c'est ce que je ressens, qui inclut aussi du coup l'intuition. Et les sensations, le ressenti, l'imagination du corps, l'imagination créatrice. Et du coup, depuis ce ressenti, on a un agir qui est beaucoup plus en cohérence avec l'instant présent, et qui est du coup beaucoup plus en cohérence avec le monde tel qu'il est et non pas le monde tel que je le projette. Et c'est juste une autre modalité d'entreprendre. Ça ne nous empêche pas de faire des prévisionnels quand il faut défendre un prêt à la banque, etc. On sait faire aussi, mais ça a beaucoup moins de sens pour nous, en fait. Parce qu'on sait que ce qu'on fait n'a pas de sens. Parce que la plupart des choses que l'on planifie, ou 100% des choses que l'on planifie, ne se réalisent pas comme on l'a planifié. Et ça nous a obligés à forcer des choses, forcer des collaborateurs à aller plus vite, forcer des consommateurs, forcer des fournisseurs à nous faire un rabais, et ainsi de suite. Donc on force le monde à rentrer dans notre processus. Dans le sentir agir, c'est pas ça du tout. Et pour nous, ce qui nous importe, c'est de déployer une économie fraternelle, Mhm. une économie qui soit respectueuse en fait des partenaires que l'on a, des parties prenantes avec lesquelles on échange, les clients, les fournisseurs, nos différents partenaires, le personnel de l'entreprise, les clients, évidemment tous les clients. Donc c'est une autre manière d'entreprendre qui est un peu déstabilisante, Très déstabilisante. qui est très déstabilisante pour les gens Qui peut être très qui ne portent pas se déstabilisante. sentir agir. Et du coup, le travail qu'on fait, c'est vraiment comment on fait pour partager, se sentir agir auprès des personnes qui travaillent avec nous en interne, mais aussi de plus en plus vis-à-vis de nos partenaires extérieurs.
Et progressivement, c'est des choses qui commencent à inspirer. Je vois bien qu'il y a d'autres entrepreneurs qui se posent des questions, qui viennent nous voir, qui viennent qui nous demandent à passer une journée de travail chez nous pour voir un peu notre manière de coopérer, euh, d'entrevoir justement cette économie que j'appelle aujourd'hui une économie mycorhizienne, un peu comme les champignons Les champignons, ouais, dans le un peu. sous-sol de la forêt. Donc Ouais. ce World Wide Web, l'Internet de la forêt, donc ces réseaux de champignons à travers lesquels en fait circule la nourriture, donc la lumière, l'eau, l'énergie et les nutriments qui sont véhiculés à travers tous les acteurs de la forêt, des micro-organismes en décomposition, du bois en décomposition, jusqu'à les grands arbres, en passant par tout l'écosystème intermédiaire. Donc en fait, c'est un gigantesque réseau de circulation de nourriture. Et c'est comme ça qu'on appréhende tous nos partenariats Navoti, à travers, on partage des nourritures et il n'y a aucune raison que des gens souffrent de ce partage parce qu'on a des objectifs qui sont inadéquats. Bon, est-ce que t'es prêt pour enseigner le modèle ou parce que franchement, je crois que Bientôt. Ouais, ouais, on commence à être en capacité à transférer cette information, puis à la faire vivre surtout parce que c'est du ouais, ressenti. c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a un bâtiment qui est un bâtiment zéro onde, un bâtiment biotique, comme on dit, donc Ouais. avec de l'électricité blindée, des matériaux biocompatibles comme des briques de terre crue, des enduits en terre, des puits de lumière, un sol conducteur en argile. Donc il y a tout un tas d'éléments en fait qui font que le bâtiment est vivant et que effectivement la meilleure des façons pour nous de transmettre, de partager ce que l'on vit, c'est que les gens viennent nous voir et ressentent. Ouais. De toute façon, on sent. Quand on arrive là, hein, Et voilà. viennent partager un repas. Ouais. On le sent. Voilà, on est posé, quoi. Enfin, instantanément. Ouais. C'est très paisible. Ouais. Très, très paisible. Oui, il faut absolument aller faire un tour chez eux. Ouais, alors on prend rendez-vous d'abord, hein, s'il te plaît. Mais avec Mais plaisir. vous faites des journées peut-être portes On ouvertes fait ou des des... journées qui sont ouais, dédiées à peut-être des intervenants ou je sais pas, non, il me semble. Non, vous et organisez des choses. on fait des soirées, ce qu'on appelle des soirées portes ouvertes, qui sont souvent... c'est un jeudi tous les 2 mois, 3 mois maintenant. 3 mois, ouais. Un jeudi tous les 3 mois, 18h30. Donc souvent, il y a une conférence. Mais c'est quelque chose qui est mouvant, en fait. On est parti au départ de vraiment la volonté de faire connaître l'entreprise, les produits, notre environnement. Et puis petit à petit, on va là en ce moment vers plutôt des conférences à thème, avec les grands mythes de notre temps et les films qui ont Euh, marqué notre époque, avec les archétypes qui sont derrière. Mais voilà, ça c'est vraiment une forme qui est en mouvement, c'est justement, en chouette. fonction de, Oui, de ce qui se vit. Par le passé, on a eu fait des journées avec des repas, des choses comme ça, des stages sur la permaculture. Donc oui, il y a des événements. En ce moment, c'est un peu en off parce que on a énormément de travail au quotidien et on a finalement peu de loisirs et de possibilités pour organiser des choses. Mais Fred, il a des projets pour cet été, je crois. Donc, il va peut-être en parler. ah, Oui, alors souvent il y a la soirée, enfin la soirée porte ouverte que l'on fait au mois de juillet, début juillet. Comme les journées sont longues, qu'il fait beau, et ben en fait, et que le potager est abondant, et ben on fait une sorte de soirée champêtre. Donc avec un repas tiré du potager, des grillades, des pizzas. L'an dernier, il y a des chorales qui sont venus chanter, et puis on peut associer ça à une conférence aussi. Donc possiblement que cette soirée champêtre va se transformer en journée galactique, avec effectivement des ateliers la journée, et puis le soir un conférencier et un repas partagé, tout ça. Voilà, tout ça à suivre, mais a priori, ce sera le premier jeudi du mois de juillet. Je crois que c'est le 3 juillet, si je dis pas de bêtises. À ça y est. confirmer. Alors. Ok, où est-ce qu'on trouve ça, l'info? On peut s'abonner à Alors, une newsletter ouais, ou pas? voilà. Non? Oui, le mieux, c'est de s'abonner à la newsletter sur le site navoti-shop.com. Ok. Ouais. Et puis de Eh ben, s'abonner je à notre mettrai tout page ça. Facebook et à notre chaîne YouTube, parce qu'il y a des lives, on fait des lives sur la chaîne YouTube.
Et sur Facebook, du coup, on retransmet aussi ces événements lorsqu'ils ont lieu, donc nos conférences, nos soirées portes ouvertes et tout ça. Donc Super. c'est pour que les gens soient tenus informés, le mieux c'est effectivement de s'abonner à la newsletter et de s'abonner à YouTube et Facebook. Voilà, ok. Bon, bien reçu, hein? Bien reçu, Mhm. bien reçu. Ok. Alors, l'actualité, là, il y a une actualité qui arrive. Non, je crois. Oui, C'est mon petit doigt qui m'a dit. Enfin, voilà. Je fais ma oui, copine, là. Bon, Comment allez. dire, un heureux événement? Un ouais, heureux événement, non? oui. En fait, on est enceint depuis 4 ans avec Fred. On est enceint d'un guide qui s'appelle le guide Naître. En fait, on a écrit plusieurs guides. Un guide sur l'électrosensibilité, un guide sur les thérapeutes, comment accompagner les thérapeutes pour qu'ils soient aussi bien dans leur cabinet. Et Ouais, là, on sort un guide autour du thème de la naissance qui va sortir, enfin qui est déjà disponible sur le site internet en version numérique. ouais, Et dans ce guide de 90 pages, on aborde toutes les thématiques de Navoti, tout le cœur de notre métier, donc la protection contre les ondes, la qualité de l'eau comme notre premier aliment, donc comment la filtrer, comment la dynamiser, la question de la nutrition, qui est très importante évidemment pour la femme enceinte, mais aussi après l'accouchement, pour prévenir les dépressions du postpartum. Et puis en fait, on a voulu vraiment élargir notre propos et pas se concentrer simplement sur les produits qu'on vend, mais aussi parler de cet événement, de cet événement initiatique qui est ouais, l'arrivée d'un enfant dans une famille, ouais. l'arrivée d'un enfant dans le ventre d'une femme qui va vivre ce processus de transformation pendant 9 mois et qui va accoucher. C'est un des Enfin, je pense que c'est le moment le plus puissant qu'on puisse vivre en tant que femme, à condition qu'on en soit actrice. Mm. Et c'est vrai que ça nous semble, enfin, ça nous tenait beaucoup à cœur de replacer la naissance dans sa naturalité. Depuis des milliards d'années, Ouais, les êtres humains font des enfants et les femmes accouchent. Donc s'il y a bien quelque chose qu'on sait faire de manière instinctive, réflexe et naturelle, c'est accoucher. Et aujourd'hui, en France, en Occident, on est pétri par les peurs. On a des accouchements qui sont mécanisés, qui sont presque industrialisés maintenant dans certains endroits. Et si on n'y prend pas garde, si on s'informe pas, si on s'empare pas de ah cet oui, c'est vrai. événement comme d'un événement fondamental de notre vie, ben, on le subit. Ouais, Alors que dans cet enfantement, il y a des choses qui vont être absolument fondamentales pour la vie de notre enfant, pour la manière dont il va grandir, pour la manière dont son cerveau va se construire. Et c'est des choses pour lesquelles les femmes, les hommes sont très peu informés. Et voilà, on a des grands scientifiques qui ont travaillé là-dessus depuis des années, notamment Michel Audin en France, ah qui a oui. été un pionnier Alors, absolu de l'accouchement ah oui, physiologique ouais. et qui explique très bien en fait comment un accouchement, s'il est vécu de manière naturelle, eh ben, va porter l'enfant dans sa vie, va lui permettre de déployer toutes ses forces. Et comment, au contraire, s'il y a de la maltraitance, si la femme n'est pas considérée, si elle n'est pas dans l'intimité de ce moment, et ben comment, en fait, potentiellement, ça a des répercussions sur les addictions, la Ah oui. capacité à être au monde, la capacité à se Ah oui, déployer, etc. oui, oui. Voilà, donc notre propos, c'est Confirme. pas, encore une fois, d'être partisan. Ouais. Notre propos, c'est de défocaliser un petit peu de la mécanisation et Mm. de la médicalisation pour simplement Médicalisation. Ouais. replacer la naissance dans qu'est-ce que c'est que naître. Voilà. Ouais. Ah, c'est magnifique ça. Donc voilà, on a invité des sages-femmes, on a invité des mamans, des jeunes mères qui ont témoigné de leur vécu, et puis des professionnels naturopathes, pharmaciennes qui viennent aussi enrichir le propos. Que des Mm. femmes. Ouais, ouais. Ben, la naissance, il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est une fenêtre intemporelle en plus, hein. Ouais. Elle se relie à beaucoup d'autres. Donc, ouais, ouais, magnifique. C'est une Mm. très, très jolie nouvelle, ça. Bon, alors, en tout bien, tout bonheur, moi, je voudrais savoir, euh, L'eau. comme ça, non, j'en parle plus. Bon épisode. J'ai peur d'avoir un troisième râteau. Non, non, mais on en parlera quand même. Alors, C'est notre euh, premier aliment. ouais, c'est vraiment l'idée
puisque l'émission porte le nom En tout bien, tout bonheur. Donc, du coup, ça paraît presque logique de dire, alors, et pour vous, le bonheur, donc, qu'est-ce que c'est? Ou, quand je me lève le matin, ça a le goût de quoi? Ça a le goût de qui? Ok, c'est... Parce que pour autant d'humains que nous sommes, il y a une définition pour chacun d'entre nous. Voilà. Certains, c'est un voyage, pour d'autres, c'est la somme de petits riens, c'est la présence, enfin, c'est un moment de partage. Donc, ok, alors, selon vous deux, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, le bonheur, c'est la joie de l'humain qui est ensemble, chanter ensemble. Donc, je chante dans deux chorales et j'adore ça. Donc, c'est vrai que la notion d'harmonie, en fait, tout simplement, c'est Ouais, quelque chose qui me ouais. porte. Potager, mettre les mains dans la terre, voir les choses pousser, un peu comme les hobbits, hein. Moi, je suis un peu hobbit, c'est-à-dire juste avoir le plaisir de voir les choses qui poussent, en fait. Ouais, Euh, Voilà, cuisiner ensemble, c'était l'objet de l'eau à la bouche. Donc juste prendre du plaisir à être ensemble en cuisine. Voilà. Donc ouais, voilà, moi, mon mythe fondateur, il est quand même très lié à oui, le ensemble en harmonie, quoi. Voilà. C'est pour former une unité, si je devais résumer. Donc ça, mon bonheur, c'est ces moments-là, quoi. ok, merci. Et toi, Tiffany? Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Vraiment. Euh, En fait, je pense que dans ma vie, j'ai tellement cherché à être heureuse que j'en ai souvent oublié de juste goûter le moment. Ouais, Donc, ce qui m'est venu tout à l'heure quand tu as posé la question, c'est la première chose, c'est mon bonheur du matin, c'est d'être vivante, c'est d'être là, sur cette terre, d'avoir la joie d'être encore en vie ouais, et de pouvoir chaque jour déployer un petit peu plus mon humanité, la découvrir et la faire relationner avec le monde, rencontrer le monde. Ça, je dirais que c'est déjà énorme. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est les moments où on sort du réel, où on sort du quotidien. Ça peut se vivre en famille, ça peut se vivre justement dans des instants de présence, où chacun est en présence, chacun est là, dans la relation. C'est des moments qui sont assez rares, des moments où on a vraiment cette sensation d'être ensemble, oui. chacun dans sa présence. Présence, ouais, Voilà. je comprends. Donc ça, c'est très précieux pour moi, ouais. Mm. Oui, puis c'est comme quand un ange passe. Enfin, Ouais, c'est ça. non, ça a Moi, un j'aime peu, les anges qui passent. ça a un peu ce goût-là, non? On est bien, Absolument. tu sais, on Absolument. parle pas et du coup, il y a Ouais. pas de gêne, il n'y a pas de pesanteur. Mm. On a juste envie de dire, mais un ange passe, quoi. Enfin, on est bien. Mm. Ok, alors, Et je dirais juste dans l'actualité très présente, parce que c'est aujourd'hui, hier, enfin c'est dans cette temporalité-là. ouais, Euh, un bonheur, c'est d'entendre un autre, une autre personne, un autre individu décrire ce que l'on fait de façon juste. Et ça arrivait ce midi avec une discussion que j'ai eue avec un collègue. Euh, Ça arrivait encore ce midi avec des gens que je rencontrais pour la première fois, à qui j'ai fait découvrir la chambre de Shungit et qu'on témoignait de ce qui s'y vivait. Ça s'est passé il y a une heure comme tu nous as présenté. Et en fait, que autrui puisse témoigner, parler de ce que l'on fait, de ce que l'on est avec des mots justes, moi, ça me touche énormément parce que c'est évidemment notre parcours est un acte de foi. Et ouais, en fait, il est incompréhensible pour la plupart des humains. Parce que la générosité est incompréhensible pour la plupart des humains. Parce que je parlais encore du personnel et du commun. ouais, Travailler gratuitement pour le commun, ça n'a pas de sens, en fait, pour les gens. Et
c'est incompréhensible que des gens fondent leur parcours là-dessus. Et quand des gens le signifient de l'extérieur, ça veut dire que ça arrive à un niveau d'incarnation dans nos chemins qui fait que ça devient visible pour l'autre et que ça vient le toucher dans sa sensibilité. Oui. Donc ça, c'est mes petites étincelles de bonheur de ces jours-ci. Ouais, c'est chouette. Carrément. Ouais, ouais, carrément, quoi, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Ben, ok, donc je vais pas toutes les dégainer, hein, parce que autrement, on peut rester jusqu'à minuit, ce soir, c'est sûr. Euh, Allez, une question que j'aime bien poser parce que c'est toujours très émouvant. Ça nous ramène comme les petites madeleines de Proust. Ouais, dans nos enfances, dans des endroits qu'on conserve à l'intérieur comme des petits tiroirs. De temps en temps, on ouvre et OK. Alors, euh, si chacun de vous, vous, vous pouviez là accueillir quelqu'un qui n'est plus, qui a beaucoup compté pour vous, peut-être qui a initié quelque chose aussi, ou qui vous a montré le chemin d'une certaine manière, mais qui n'est plus là. Si vous pouviez l'accueillir autour d'un dîner, lui concocter, hein, Fred, un petit dîner comme tu aimes, et ben du coup, pour toi, ce serait qui? Qui est-ce que tu aimerais revoir? Peut-être pour avoir l'occasion de lui dire des choses que tu n'as pas pu lui dire ou... Ok. Eh ben, en fait, je dirais Bernard Renault, c'est-à-dire ce paysan dont j'ai parlé Oui, tout à l'heure. oui. J'ai beaucoup pensé à lui ces dernières années, Tiffen aussi. On s'était dit, ça serait bien de retourner les voir quand même avant qu'ils partent. Ils sont vieux. Enfin, et ça a été parce que c'était une rencontre absolument incroyable dans notre voyage et extrêmement touchante. Donc ce serait lui. Et on n'a pas fait ce voyage, du coup, on s'est pas donné les moyens de retourner les voir. Et il est parti. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais voulu serrer dans mes bras Oui. une dernière fois avant qu'il parte, parce que on le savait évidemment très vieux. Et c'eût été une dernière rencontre, mais je regrette cette embrassade qui n'a pas eu lieu. Et en tout cas, j'aimerais bien retourner voir sa femme, Renée. Donc je vais vous donner une anecdote. Quand, euh, quand on est parti de chez eux, donc on était en camion, et souvent les producteurs, évidemment, on est chez des producteurs d'aliments, donc ils nous laissent un petit panier garni en partant dans notre Ouais. camion, des œufs, voilà, un pot de miel, un jus de pomme, et donc ils nous mettent dans un petit carton des légumes de leur potager, des tomates et tout ça, et puis René nous donne dans un torchon des herbes aromatiques, et on part. Et le soir, le lendemain, enfin voilà, on se fait à manger, on sort, on ouvre le torchon, on commence à faire notre cuisine avec le persil. Et puis, on s'aperçoit qu'au milieu du persil, il y avait une rose. Wow. Wow. Eh bien, Et en fait, c'est un niveau de délicatesse et d'attention qu'on n'avait jamais vécu, qui est extraordinairement simple, mais extraordinairement vrai, en fait. oh, merci, hein.
Et à ce moment-là, on savait pas ce que c'était que d'avoir un jardin. Enfin, on était tous les deux en banlieue parisienne. Moi, j'ai grandi en HLM. Tiffen avait une maison avec un jardin et puis sa maman adorait ça. Mais cette dimension de cueillir à la saison des fleurs et tout ça, ça n'existe pas dans la tête de quelqu'un qui vit en appartement, quoi. Ça ne peut pas exister, en fait, matériellement. Et donc, voilà, c'est une des initiations qu'on a reçues sur le chemin. Bon, alors, faut y aller, hein. Et- Allez, rendez-vous pris, hein. Je vais vérifier. On tient au courant et puis on t'envoie une photo quand on Ah a vu ouais. le premier. Oh, waouh, waouh, waouh. Et pour toi, Tiffany, alors? Pour moi, ce serait ma mère. Mais j'ai perdu ma mère jeune. Et ça a été vraiment aussi une initiation. De perdre sa maman jeune, enfin, moi, ça m'a mis en face d'un choix simple, continuer à vivre ou mourir. Et bon, je pense que j'avais pas tout à fait suffisamment de courage et de force pour me donner la mort. Mais il se trouve que j'ai fait aussi des rencontres très vite. Après sa mort, j'étais vraiment en questionnement sur le sens de la vie. Ça m'a vraiment amené très vite à rencontrer des gens qui m'ont donné certains livres entre les mains sur justement des choses impalpables et l'invisible, le lien entre les gens qui restent après la mort. Et en fait, moi j'avais la foi depuis que j'étais toute petite, mais j'avais pas le droit d'en parler parce que j'étais dans une famille extrêmement athée. Waouh. Et le départ de ma mère, très vite j'ai donné un sens. Et ça a été de me mettre sur le chemin de mon intériorité et de pouvoir vivre cette intériorité qui était très forte chez moi et de pouvoir me relier en fait à ces énergies, à ces invisibles, à ce grand Dieu. On ne Ouais, sait pas. ouais, En tout cas, ça a été vraiment comme un don pour moi. Son départ, j'ai vraiment pris comme un don de pouvoir vivre ça. Et donc aujourd'hui, je crois que je serais vraiment très heureuse de la convier à ma table. Alors, en évoquant ça, j'ai bien sûr un peu d'émotion, mais je sens à l'intérieur de moi comment c'est stable et comment je serais juste heureuse et fière de lui montrer, oui. fruit de tout ce parcours, le fruit de son don. De son don. Oui. Ouais, voilà, et de ce qui est accompli aujourd'hui. Mm. Waouh, vous êtes des amours. Sur ce matin, c'est quelque chose, ça. Tu sais. Waouh, waouh, waouh. Allez, si on va, je vais vous relâcher un petit peu quand même parce que je mobilise beaucoup votre temps. Euh, si vous aviez un mot pour demain, un mot pour le monde qui s'avance là, un mot d'espoir. Alors j'accepte deux ou trois. Donc Frédéric réfléchit, mais je pense que c'est amour. Alors c'est tout de suite, ça peut vraiment avoir une connotation extrêmement galvaudée, mais en fait on ne connaît rien au sens de ce mot. Et pourtant on est tous traversés par ça à un moment ou à un autre. Ouais. Et j'ai l'impression que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ma seule obsession. C'est comment aimer mieux, comment aimer vraiment. Comment, même dans des choses difficiles ou des choses qu'on subit, on va trouver ce creuset à l'intérieur qui nous dépasse, qui nous relie, qui donne le sel de notre existence, quoi. Donc, ouais.
Moi, je crois que c'est ça la grande quête, quoi. Et très simple en même temps, parfois. Et pour moi, c'est mycorhize. Euh, donc on avait justement cette discussion ce midi avec un collègue et donc on parle d'économie mycorhizienne à Navoti. Et en fait, mycorhize, c'est un peu ma nature. Et il y a l'an dernier, j'ai été interviewé par quelqu'un qui faisait un podcast et quand j'ai énoncé ce mot-là, je suis tombé en pleurs. Et on c'est dur, hein? Tu nous pétris, hein. Euh, Parce qu'en fait, ce qui venait dans la discussion ce midi, c'est que en fait, la mycorhize n'a pas de centre. C'est un réseau. C'est pour ça qu'on parle d'Internet de la forêt. Et en fait, il n'y a pas de centre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego. C'est un commun Oui. qui permet la circulation de l'amour. C'est-à-dire, c'est le support de l'amour. Oui. C'est dans la concrétude du monde ce qui en permet le mouvement, qui est une nourriture inconditionnelle pour tous les centres, pour tous les égos qu'il y a dans la forêt. Mais pour les humains, c'est la même chose. Euh, en fait, voilà. Et ce que je peux souhaiter, ce que je vois de beau dans le monde qui vient, c'est justement le début de l'expression d'un tissu mycorhizien qui relie des âmes, des humains, des entités, des organisations, et que, à travers ce réseau qui n'a pas d'ego, en fait, quelque chose peut circuler librement, sans attachement, sans appropriation, sans vampirisation, etc. Et ça commence à exister. Donc c'est Waouh. On a une envie, hein. espérance. On a envie. Ouais, ouais. C'est merveilleux. Merci, 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 merci à tous les deux d'être ce que vous êtes, porté par ce qui vous anime vraiment tellement du dedans, quoi, et puis du cœur. Voilà. Rien de contrefait. Donc, merci parce que ça fait du bien. Allez, euh, voilà. Joli livre de Tiffaine et de Frédéric. Et puis celui qui s'en vient aussi bientôt, je mettrai dans le montage dessous comment les rejoindre, bien sûr. Voilà. Et puis peut-être une autre fois, qui sait. En tout cas, grand merci. Et Merci à amour et toi. liberté pour terminer alors, en Merci réseau. beaucoup, Corinne, Merci Corinne. pour ton Merci accueil. ouais, pour la pétillance, ton irradiance, la toute pétillante. Merci pour le cœur, Corinne. Mm. Merci. Allez, À des bientôt. gros bisous à Oui, on tous. t'embrasse fort. Salut. Ouais. Portez-vous, euh, je dis souvent, haut et fort. Voilà. Puis souriez parce que la vie, en fait, elle est là. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt, Salut Corinne. Corinne.